As-tu déjà regardé un film hollywoodien bourré d'action, où un avion se retrouve percé sur le côté et où tout le monde commence à paniquer? Les objets volent dans tous les sens et les gens ont bien du mal à rester dans leur siège. Dans la vraie vie, un petit trou dans la carlingue de l'avion ne va pas provoquer un tel drame. Cependant, on a une histoire incroyable à te raconter. Celle d'un pilote qui a réussi à faire atterrir un avion dont la moitié du toit avait disparu. Peux-tu seulement le croire? N'oublie pas d'attacher ta ceinture de sécurité, car ce voyage va être très mouvementé. Le 28 avril 1988, un Boeing 737 appartenant à Aloha Airlines a décollé de l'aéroport international de Hilo à destination d'Honolulu. Avant ce volume, l'avion avait déjà effectué 3 courts trajets entre Honolulu, Hilo, Maui et Kauai. Ce jour-là, tout semblait calme et le temps était au beau fixe. Le voyage s'annonçait sans encombre. Le commandant de bord était un certain Robert Schornsteimer et sa copilote Madeleine Tompkins. Tous deux étaient des pilotes aguerris, avec plusieurs milliers d'heures de volume sur Boeing 737 à leur actif. Tôt ce matin-là, avant de décoller d'Honolulu, Madeleine a procédé à l'inspection préalable habituelle et a déclaré que tout était en ordre. À 11h, ils ont décollé d'Honolulu en direction de Maui, puis ont mis le cap sur Hilo. Arrivés sur cette île, ils n'ont pas quitté leur cockpit et n'ont pas non plus inspecté l'avion de l'extérieur. Ce n'était pas une obligation, alors pourquoi s'en préoccuper? À 13h25, l'avion a décollé pour la dernière étape de son trajet aller-retour, avec 95 personnes à son bord, 89 passagers, 2 pilotes, 3 hôtesses de l'air et un contrôleur aérien de la FAA qui occupait le siège d'observation dans le cockpit. L'avion avait décollé normalement et atteint son altitude de croisière de 7300 mètres sans encombre. Mais à 40 km de Ka'ului, les choses se sont totalement emballées. Les pilotes ont entendu un bruit sourd, suivi d'un craquement, puis d'une rafale de vent si forte qu'elle en était assourdissante. Il s'avère qu'une petite partie du toit du côté gauche s'était détachée, provoquant une décompression explosive de l'avion. Et pour ne rien arranger, celle-ci a provoqué une réaction en chaîne qui a entraîné l'arrachement d'une grande partie du toit de l'appareil. Cette partie manquante mesurait 5 à 6 mètres de long et faisait partie intégrante de la carlingue qui recouvrait l'avion depuis le cockpit jusqu'à l'avant de l'aile. Les pilotes n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait lorsque la catastrophe s'est produite. Le copilote, qui contrôlait l'avion à ce moment-là, a soudain senti sa tête basculer en arrière. Puis il a vu un tas d'isolants gris et de débris voler autour du cockpit comme s'il s'était agi d'une tornade. Pendant ce temps, le commandant de bord a jeté un coup d'œil autour de lui et a été stupéfait de voir que la porte même du cockpit était introuvable et qu'au lieu du plafond de la première classe, il regardait directement le ciel. L'avion a commencé à basculer d'un côté à l'autre, ce qui a rendu difficile le contrôle de l'appareil. L'équipage dans le cockpit a rapidement enfilé ses masques à oxygène et le commandant de bord a pris les commandes de l'avion. Il a alors entamé une descente d'urgence vers l'aéroport le plus proche, qui se trouvait sur l'île de Maui. Heureusement, tous les passagers étaient assis et la plupart d'entre eux avaient bouclé leur ceinture de sécurité, car le voyant lumineux n'avait pas été éteint. Malheureusement, les 3 hôtesses de l'air ont été prises au dépourvu. L'une d'entre elles se trouvait près de l'embrasure et a été éjectée hors de l'avion. Les 2 autres ont été projetées au sol. L'une d'entre elles s'est cognée la tête et a perdu connaissance. La 3e hôtesse s'est immédiatement appliquée à aider les passagers et à les calmer. Dans le même temps, les pilotes tentaient désespérément de faire savoir au centre de contrôle aérien qu'ils étaient en difficulté. Mais il leur était extrêmement difficile de communiquer, en raison du bruit et des masques à oxygène auxquels ils étaient astreints. Il leur a fallu recourir au langage des signes pour se comprendre entre eux. De plus, ils n'étaient pas sûrs que leur message soit entendu par la tour de contrôle. Les commandes de l'avion ne répondèrent pas correctement, ce qui rendait la tâche du commandant de bord d'autant plus ardue. La copilote faisait de son mieux pour seconder le commandant de bord et communiquer avec l'aéroport. Ce n'est qu'après que l'avion soit descendu à une altitude de 4200 mètres que la tour de contrôle a finalement reçu leur appel de détresse et a immédiatement commencé à prendre les dispositions nécessaires à un atterrissage d'urgence. Le contrôle aérien n'était cependant pas préparé à une telle situation. En vérité, il leur a même fallu appeler le 911, comme le ferait n'importe quel membre du public en cas d'urgence.
Le problème était que le contrôleur n'avait pas du tout cerné la gravité de la situation et n'avait pas non plus réalisé que les passagers et les membres de l'équipage auraient besoin d'assistance médicale. En effet, l'équipage n'avait signalé qu'une décompression rapide et n'avait pas expliqué la situation plus en détail. L'avion se trouvait en très mauvais état, mais le commandant de bord faisait tout, ce qui était en son pouvoir pour le faire atterrir en toute sécurité. Alors que l'appareil descendait vers l'aéroport, le commandant de bord a demandé au copilote de sortir le train d'atterrissage. Mais le voyant lumineux a refusé de s'allumer. L'avion a également connu une avarie avec son moteur gauche, qui est tombé en panne alors qu'il approchait de la piste. Malgré tous ces problèmes, le commandant de bord a activé l'inversion de poussée du moteur encore en état de marche pour tenter de faire atterrir l'engin. La tâche était aussi difficile que dangereuse, mais ils ont finalement réussi à poser l'avion en toute sécurité sur la piste. Les passagers et les membres d'équipage ont ensuite été évacués de l'avion. C'était un miracle que tout le monde ait survécu, mais 65 personnes ont toutefois été blessées par les débris et autres morceaux de carcasse qui volèrent autour d'elles. Hélas, le personnel au sol n'était pas du tout conscient de la gravité de cette situation et ne disposait pas de ressources suffisantes pour fournir une assistance médicale d'urgence aux passagers blessés. La première ambulance est arrivée 7 minutes après l'atterrissage de l'avion, ce qui n'était pas un scénario idéal. De plus, il n'y avait que 2 ambulances sur toute l'île, ce qui ne permettait pas d'accueillir tous les blessés. C'est pourquoi les passagers ont été transportés à l'hôpital dans des autocars de tourisme. Heureusement, 2 chauffeurs, anciens ambulanciers, ont pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, les mécaniciens et le personnel de bureau de l'aéroport ont conduit les cars jusqu'à l'hôpital, situé à 5 km de là. Malgré ces circonstances chaotiques et éprouvantes, seules 8 personnes ont été gravement blessées et se sont complètement rétablies par la suite. L'avion était en très mauvais état, et il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas pu supporter le stress de cet incident de dépressurisation. Bien que son âge ne soit pas mis en cause, il avait essuyé de nombreux décollages et atterrissages qui avaient remis à mal son intégrité. L'environnement salin et humide dans lequel il évoluait n'avait fait qu'aggraver les dégâts. Les avions sont conçus pour supporter un certain nombre de cycles de volume, et celui-ci avait largement dépassé ce seuil. La majorité de ces vols étaient des vols intérieurs de courte durée, ce qui signifiait qu'ils devaient décoller et atterrir bien plus souvent que la moyenne. C'est ce qui avait conduit à l'arrachement du toit pendant le volume. Le mauvais état de l'avion l'ayant rendu irréparable, il a donc fallu le démanteler sur place, à l'aéroport. Ce qui est troublant, c'est que dans une interview réalisée après l'accident, une passagère s'est rappelée avoir remarqué une fissure dans le fuselage de l'avion alors qu'elle était sur le point d'embarquer. Elle n'en a pas parlé à l'équipage parce qu'elle pensait que cela n'en valait pas la peine. Et l'équipage n'a donc pas pensé à s'en assurer. Il est important de rappeler que ce type d'accident est très rare de nos jours. Les grandes compagnies aériennes et les aéroports prennent de nombreuses mesures afin de garantir cette sécurité. Et, selon l'université de Harvard, le risque d'être victime d'un accident d'avion serait d'environ 1 sur 1,2 million. C'est un pourcentage infime, et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouve cela plutôt réconfortant. Et même si quelque chose se produisait, par exemple si le toit de l'avion se détachait, il est rassurant de savoir que les pilotes sont formés pour gérer de telles situations d'urgence et qu'ils peuvent toujours faire atterrir l'avion en toute sécurité. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient, et un peu plus d'1 minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les 2 moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite, 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps,
les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol, à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé ». Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits, et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord ? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport.
Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en 3. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil vieux de 9 mois seulement a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Le ciel est-il comme un désert? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythe ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures, et ce depuis plus d'une décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%. Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'un avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. À titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si secs quand tu prends l'avion.
Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur internet qui est devenue virale en un rien de temps. Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif, connu sous le nom de speed tape. Il coûte environ 700 $ par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes, et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls, grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité, voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait 2 fois plus vite que la vitesse du son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui est d'environ 1234 km/h, soit en effet presque 2 fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol, c'est complètement fou, mais est-ce vrai? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion, et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées. Selon toi, la vitesse dépend-elle vraiment de la direction de l'appareil? Et c'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude, également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km/h. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. Penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou s'agit-il encore d'un mythe? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de piste et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux? C'est vrai. La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amer, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer.
Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus. D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre aux Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai fait 8. Pas génial. Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. C'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette de resto étoilée, n'est-ce pas ? Le temps passe. Oh non ! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation, mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extincteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de troubles. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments, mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion, mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion ? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou, mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de Sympa et tu as appris ce que signifie l'APU, une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes ? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe 2 passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initiés. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers ? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisé uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin.
Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'un mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leur bagage. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux, ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence pour garder la cale exempte d'eau? L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement. Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué. La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'1 kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de 2 feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Les trains n'ont pas de ceinture de sécurité. Un peu bizarre, non? Chaque fois qu'il y a un accident lié au train, cette question revient sur le tapis. Presque partout dans le monde, on ne trouve pas de ceinture de sécurité dans les trains. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet. Certaines d'entre elles ont créé des simulations d'accidents. Et les résultats ont été surprenants. L'utilisation de la ceinture de sécurité dans un train pourrait en fait potentiellement augmenter le nombre de blessures. Dans les voitures, les ceintures de sécurité sont très efficaces pour protéger le passager et sont systématiquement utilisées. La logique qui sous-tend la ceinture de sécurité est de protéger la personne lorsqu'une collision entraîne une décélération rapide. Mais les trains ont un tel élan qu'ils ne s'arrêtent pas immédiatement. Dans un avion, les passagers utilisent une ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et en cas de turbulence. Ce n'est pas le cas pour les trains. Entrer et sortir d'une gare ne présentent pas un risque élevé. Les experts estiment que la concentration du conducteur et les entretiens réguliers constituent les meilleurs moyens pour renforcer la sécurité ferroviaire. À présent donc, tu voyages en train, tu regardes par la fenêtre. Il y a de petites pierres le long des voies ferrées pour t'accompagner dans ton voyage. Ces pierres sont officiellement appelées ballast de voies ferrées. Elles remplissent une fonction très importante. Elles soutiennent et entretiennent la voie. Mais elles ne sont pas là par simple coïncidence. Maintenant, regarde les pierres de plus près. Tu peux remarquer qu'il n'y en a pas une bien taillée sur les voies. Ce ne sont pas des pierres ordinaires disposées de manière aléatoire sur les rails. Chaque rocher présente des arêtes vives et abruptes. Ces arêtes s'accrochent les unes aux autres. Elles protègent le chemin de fer contre les chocs violents. Elles facilitent l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie et empêchent l'herbe et les autres mauvaises herbes de pousser. Maintenant, imaginons qu'on les remplace par des cailloux ronds. Ils vont glisser vers le bas. Finalement, le ballast s'écroulera et les voies s'effondreront. C'est bien la dernière chose que l'on souhaite, surtout si l'on est un passager de ce train, pas vrai? L'Himalaya compte certains des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest. Il n'est donc pas surprenant que les avions aient des problèmes pour naviguer dans cette région. Mais pourquoi les avions commerciaux y sont-ils carrément interdits de vol? Pour commencer, ces montagnes ont une hauteur moyenne de plus de 6100 mètres. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, s'élève à 8850 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone est accidentée, remplie de neige et ne comporte presque aucune surface plane. En cas de dépressurisation soudaine de la cabine, il serait vraiment difficile d'effectuer un atterrissage d'urgence, car il n'y a littéralement aucune zone plate. De plus, l'environnement pauvre en oxygène à une telle altitude signifie qu'il y aura très probablement beaucoup de turbulences. Non seulement c'est très désagréable pour les passagers, mais les mouvements d'air aléatoires et la vitesse élevée du vent font qu'il devient très difficile de manœuvrer l'avion. Cette zone est aussi assez peu peuplée. Il n'y a donc pas grand-chose ici en termes de système radar. Or, les radars sont essentiels à la sécurité aérienne.
Sans radar, les pilotes seraient incapables de communiquer avec le sol pour connaître les conditions de vol. Il peut également faire si froid là-haut que le carburant des avions peut totalement geler. Certes, les carburants utilisés dans les avions gèlent généralement à environ moins 45 degrés Celsius. Mais cela pourrait se produire au-dessus de l'Everest. La température la plus basse y a été enregistrée en décembre 2004, lorsque les thermomètres ont affiché une température stupéfiante de moins 42 degrés Celsius. Il n'est donc pas étonnant que les pilotes ne veuillent jamais prendre ce risque, surtout sur un vol commercial. Parmi les quelques aérodromes situés dans l'Himalaya, il y en a un qui est considéré comme celui où il est le plus difficile à atterrir du monde. Seuls 8 pilotes sur la planète sont agréés pour le faire. Il s'agit de l'aéroport international de Paro, situé au Bhoutan, un pays enclavé dans l'Himalaya oriental. Tout d'abord, l'atterrissage est très dangereux car il faut littéralement traverser certains des plus hauts sommets du monde. Sans compter que ces 8 super pilotes doivent également tenir compte des vents violents. Malgré ces difficultés, ils parviennent à faire atterrir en toute sécurité plus de 30 000 personnes chaque année. Par ailleurs, il n'y a pas de radar pour guider les pilotes. Ils doivent donc manœuvrer l'avion entièrement en mode manuel. Les pilotes doivent décider de leur mouvement en fonction du point de repère visuel spécifique à l'approche de la piste. De plus, les vols n'y sont autorisés que de jour et par bonne visibilité. Ces grands professionnels de l'aviation doivent par ailleurs faire attention aux poteaux électriques et aux toits des bâtiments qui surplombent les collines. Cela signifie qu'ils doivent souvent faire se faufiler leurs avions entre les pics montagneux à des angles de 45 degrés avant de se poser rapidement sur la piste. Pas étonnant que seules 2 compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Paro. Outre ces pilotes commerciaux, il existe aussi des pilotes d'hélicoptères de sauvetage spécifiquement entraînés, qui ont passé la majeure partie de leur carrière à plus de 6000 mètres dans le ciel. La plupart du temps, ils s'associent à des alpinistes tout aussi expérimentés, qui s'entraînent en traversant la cascade de glace de Khumbu. Elle est surnommée le kilomètre carré le plus dangereux de la planète. Constituée de colonnes de glace aussi hautes que des immeubles de 6 étages, cette immense portion de glacier, située sur le versant ouest de l'Everest, est parsemée de crevasses sans fond. Il faut entre 4 et 12 heures pour aller d'un bord à l'autre de la chute de glace, selon l'expérience du grimpeur. On pourrait penser qu'il s'agit d'un endroit plutôt serein, puisque l'on n'est littéralement entouré que de glace et de neige. Mais les professionnels locaux affirment tout le contraire. Un vétéran de l'Everest a déclaré que le bruit était en fait la pire partie du travail. La montagne produit d'affreux grincements et gémit même parfois. Les gens ont souvent l'impression qu'elle leur parle, les avertissant des périls de cet environnement. Le mont Everest n'est pas la seule zone interdite de vol au monde. Étonnamment, les parcs Disney font également partie de ce club exclusif. Tu ne pourras donc jamais regarder par le hublot de ton avion et admirer la beauté des châteaux de contes de fées de Disney depuis le ciel. Ces dernières années, de nombreuses attractions touristiques très fréquentées, dont les parcs Disney, ont en effet renforcé leurs mesures de sécurité afin de s'assurer que leurs visiteurs soient le plus en sécurité possible. Ainsi, aucun avion n'est autorisé à approcher à moins de 900 mètres de Disneyland en Californie ou de Disney World en Floride. Il s'agissait initialement d'une interdiction temporaire, mais cette règle est devenue définitive en 2003. D'autres endroits ne sont pas survolés par les avions en raison de leur importance historique. C'est le cas du Machu Picchu, situé dans la cordillère des Andes péruviennes. On y trouve un grand nombre d'espèces sauvages et de plantes rares qui poussent exclusivement dans cette région. Il est essentiel de les protéger au mieux. Quel rapport avec le fait que les avions ne survolent pas cette zone ? Tout d'abord, cela réduit le volume de produits chimiques nocifs dans la zone. Ensuite, si un avion devait effectuer un atterrissage d'urgence à cet endroit, il causerait des dommages irréversibles aux constructions et à la faune. Étonnamment, les avions peuvent survoler le Parthénon grec à Athènes, mais à une condition, ne pas le survoler à moins de 1500 mètres. De cette façon, le bâtiment historique est un peu mieux protégé contre les atterrissages d'urgence, car il existe des zones spécialement conçues pour cela tout autour. Tu ne pourras pas non plus voir le Taj Mahal d'en haut. Étant donné qu'il s'agit de l'une des pièces d'architecture les plus importantes, les plus anciennes et les plus majestueuses au monde, il a également besoin de dispositifs de sécurité renforcés. Le bâtiment date des années 1600. L'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial en 1983. Les autorités indiennes ont instauré une zone d'exclusion aérienne au-dessus du bâtiment en 2006.
Elles l'ont fait pour protéger non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi les foules de touristes qui viennent ici chaque année. 7 à 8 millions de personnes. Tout le monde sait que Buckingham Palace est la résidence du monarque britannique. Pour la sécurité du roi, et avant lui de la reine, une zone d'exclusion aérienne a donc été mise en place, ici aussi. Les avions ne sont pas non plus autorisés à survoler le château de Windsor afin de s'assurer que la famille royale soit tout aussi protégée. Parmi les autres bâtiments britanniques importants qui font l'objet d'une zone d'exclusion aérienne, citons le 10 Downing Street, la résidence officielle et le bureau du Premier ministre britannique, ainsi que les chambres du Parlement. La maison de George Washington à Mount Vernon, en Virginie, ne peut être survolée par des avions qu'à plus de 460 mètres. Ce manoir historique en bois a été construit pour le président George Washington entre 1758 et 1778. Malheureusement, le bâtiment a subi de nombreux dommages au fil des ans. Aussi, afin de mieux le préserver, les autorités ont décidé d'interdire les vibrations produites par les avions en vol. C'est pourquoi on a établi une zone d'exclusion aérienne à cet endroit aussi. Elle couvre tout l'espace aérien au-dessus de ce monument historique national. C'est probablement la raison pour laquelle on ne voit que rarement des photos de cette maison vue du ciel. Comme il s'agit de la ville de résidence du président des États-Unis, il est également interdit de survoler Washington DC. C'est aussi le siège du Congrès et d'autres institutions publiques. Les autorités ont donc établi une zone de règles de vol spéciale s'étendant sur 48 km autour de l'aéroport international Ronald Reagan. Cela signifie que c'est l'un des aéroports où les décollages et les atterrissages sont les plus précis. Les pilotes doivent composer avec les zones interdites de vol, ce qui entraîne parfois des décollages peu confortables pour les passagers. Chaque fois qu'un pilote pénètre dans une zone interdite de vol, cela provoque un gros pataquès, comme ce qui s'est passé en 2005, lorsqu'un pilote a accidentellement dirigé son avion vers une zone interdite. Le Capitole a dû être évacué immédiatement, et ses activités habituelles ont été interrompues. D'autres capitales du monde ont des exigences similaires, comme Budapest par exemple. Dans la capitale de la Hongrie, les avions ne sont pas autorisés à survoler l'ancienne ville de Pest et les collines de Buda. La quasi-totalité du trafic aérien est également interdite au-dessus de Paris, à quelques exceptions près. Les avions ne peuvent la survoler à moins de 2000 mètres. Les survols en hélicoptère sont également interdits au-dessus de Paris intramuros. Seuls certains appareils effectuant des missions précises peuvent obtenir une autorisation spéciale. En général, les avions de tourisme ne sont pas non plus autorisés à proximité de l'île de Manhattan, en partie à cause des très hauts bâtiments qui s'y trouvent et du risque additionnel de collision. Mais surtout parce que les 3 grands aéroports de New York, John Fitzgerald Kennedy, Newark Liberty et LaGuardia, sont très proches les uns des autres. Le trafic aérien dans cette zone doit donc être parfaitement étudié pour éviter que les avions ne se croisent. Bienvenue à bord de ce vol de Londres à Miami. Le temps de vol sera de 4h30. La température à Miami est de... Attends, le pilote vient-il d'annoncer 4h30 de temps de vol? Cela semble fou, mais ce sera très probablement une réalité dans moins de 10 ans. Boom Supersonic, un fabricant d'avions, travaille sur un jet supersonique pour passagers appelé Overture, qui pourra transporter 65 à 80 personnes à une vitesse 2 fois supérieure à celle des avions de ligne actuels. L'une des principales compagnies aériennes américaines est déjà intéressée par l'achat de 40 appareils. L'aéronef, qui va coûter 200 millions de dollars, a récemment passé les tests en soufflerie. Si tout va bien, le premier prototype complet de l'Overture sortira de la chaîne de production en 2025 et voyagera à près de 2 fois la vitesse du son. L'avion pourra atteindre sa vitesse maximale au-dessus de la mer. Il sera donc parfaitement adapté au vol transatlantique. Et par exemple, voyager de New York à Paris ne devrait pas prendre plus de 4 heures. Mais d'abord, il devra obtenir toutes les autorisations officielles pour le faire. Certaines personnes sont sceptiques quant au concept de superjet pour passagers, car elles se souviennent de l'histoire du Concorde. Cet avion haut de gamme transportait des passagers de Londres à New York en 3 heures environ, et assurait d'autres liaisons transatlantiques. Les billets coûtaient la somme faramineuse de 10 000 $ par siège, et les passagers avaient accès à un salon super exclusif avec des homards et du bœuf Angus pour le déjeuner. Le Concorde a effectué son dernier vol commercial en 2003. C'était un énorme consommateur de carburant. De plus, les gens vivant près des aéroports se sont beaucoup plaints du bruit qu'il générait. L'Overture est censée être plus économe en carburant.
plus léger et doté d'un meilleur logiciel pour le rendre plus aérodynamique. Le bruit pourrait cependant rester un problème, car les avions supersoniques ont besoin de moteurs aérodynamiques assez bruyants. Cela changera certainement à l'avenir, car les avions ont parcouru un long chemin depuis leur premier vol en 1903. À l'époque, les frères Wright avaient lancé l'ère aérienne avec un vol de 12 secondes, qui leur avait permis de parcourir 37 mètres en Caroline du Nord. La vitesse maximale à cette époque était d'environ 48 km/h, mais cela semblait tout de même assez impressionnant. Le premier service de transport aérien de passagers au monde a décollé à peine 11 ans plus tard. Le vol de Saint-Pétersbourg en Floride à Tampa, toujours en Floride, a duré 23 minutes. Parcourir la distance en voiture autour de la baie prenait environ 20 heures, donc c'était un gain de temps énorme. Les billets coûtaient 5 $ et étaient vendus 16 semaines à l'avance. Mais la compagnie aérienne a fait faillite en 4 mois. La nouvelle ère de l'aviation a commencé dans les années 1950 lorsque le moteur turbofan a été introduit. Cela a été rendu possible par l'utilisation de matériaux thermorésistants et des systèmes complexes de refroidissement par air. Les avions sont aussi devenus plus légers car ils étaient fabriqués en matériaux composites. Les ailes se sont aussi améliorées au fil des années. Mais c'est le profil aérodynamique, c'est-à-dire la partie grâce à laquelle l'air se déplace plus vite au-dessus de l'aile qu'en dessous, qui a vraiment changé la donne. Grâce à lui, les avions gardent une faible vitesse au décollage, ce qui signifie qu'ils se déplacent en douceur et consomment moins de carburant. L'avion le plus rapide du monde à ce jour est le North American X-15. Il était propulsé par une fusée et fabriqué en aluminium et en titane. Une énorme queue triangulaire l'aidait à rester stable à cette vitesse extrême. L'avion fusée a établi le record d'altitude du monde en atteignant une altitude de 108 000 mètres. Et le plus impressionnant, c'est que c'était en 1967. Alors, si c'était déjà possible à l'époque, pourquoi ne volons-nous pas tous en avion fusée, ou au moins en avion supersonique, surtout pour les vols longue distance ? En termes de vitesse, les avions de ligne sont toujours au même point qu'il y a 50 ans. Principalement parce qu'une plus grande vitesse rendrait les vols beaucoup plus chers. Voler plus vite signifie brûler plus de carburant. De plus, les moteurs supersoniques sont chers à produire et à entretenir. Les forces naturelles sont une autre raison. Les vents affectent la vitesse d'un avion et aucune technologie ne peut contrôler le vent. Un fort vent arrière peut l'aider à avancer à une plus grande vitesse, tandis qu'un vent de face peut le ralentir considérablement. Les avions volent le plus souvent à des altitudes allant jusqu'à 11 000 mètres. Là-haut, l'air est plus fin, ce qui signifie qu'il y a moins de résistance, et un avion peut voler plus vite et économiser du carburant. De plus, les températures plus basses rendent les moteurs à réaction plus efficaces. Un autre avantage de voler dans cette partie de l'atmosphère est qu'il y a moins de turbulences. Donc, les vols sont plus fluides. Les jets privés ne peuvent pas voler aussi haut. Ils sont plus petits et leurs moteurs ne sont pas assez puissants pour atteindre une telle altitude. Ils s'en tiennent donc à environ 4500 mètres. Tu as déjà remarqué ces traînées blanches que les avions laissent derrière eux ? Leur nom officiel est traînée de condensation. Elles se forment comme des nuages artificiels. Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière, les températures deviennent très basses, environ -55 degrés Celsius, et l'eau se transforme en particules de glace. Plus le taux d'humidité est élevé, plus ces traînées grossissent. Et tu peux encore les voir très longtemps après la disparition de l'avion. Ainsi, des traînées de condensation épaisses et longues peuvent être le signe d'une tempête à venir. Parfois, les traînées de condensation peuvent même être colorées. Les gouttelettes d'eau qui se forment dans l'atmosphère peuvent geler en différentes tailles. Elles reflètent alors la lumière du soleil à différentes longueurs d'onde, ce qui provoque l'effet d'un arc-en-ciel. Lorsque toutes les couleurs se mélangent, on obtient du blanc, la couleur de traînée la plus courante. Les avions ne décollent pas avec le vent, mais face à lui. C'est un peu comme un cerf-volant. Pour le faire voler, il faut le lancer contre le vent. C'est parce qu'il y a 4 forces de vol. La portance, le poids, la poussée et la traînée. La portance est générée car la vitesse de l'air est plus élevée au-dessus du cerf-volant qu'en dessous. Le cerf-volant est alors poussé vers le haut. Traverser un orage est une expérience plutôt effrayante. Mais est-ce vraiment aussi dangereux que ça en l'air ? En fait, les moments les plus critiques par temps venteux sont le décollage et l'atterrissage. Les constructeurs d'avions testent leurs appareils et spécifient les limites de vitesse auxquelles les pilotes doivent se déplacer dans différentes conditions météorologiques. Dans certains aéroports, les vents sont assez violents toute l'année, si bien que l'atterrissage peut être assez houleux. Il faut être un vrai pro du pilotage pour atterrir lorsque le vent balaie la piste de travers. Parfois, le vent change inopinément de vitesse et de direction. Le pilote doit alors vraiment savoir ce qu'il fait.
Sinon, le risque de sortie de piste est bien réel. La chaleur extrême est une autre condition météorologique qui peut empêcher un avion de voler. Les avions volent en générant de la portance avec leurs ailes. L'air situé sous les ailes fait décoller l'avion. En cas de chaleur extrême, un avion ne peut pas produire autant de portance. C'est parce que l'air chaud se dilate et devient beaucoup moins dense que l'air froid. Avec moins de portance, l'avion peut avoir beaucoup de mal à décoller et à voler. L'électronique ne réagira probablement pas à la chaleur ou à l'humidité extrême, et le système de climatisation risque de tomber en panne. Les petits jets ne peuvent pas fonctionner à une température supérieure à 48 degrés Celsius. Les avions Airbus et Boeing, plus gros, ont de meilleures performances en dessous de 52 degrés Celsius. Ces carillons mystérieux que tu entends pendant le vol sont une sorte de langage secret que l'équipage utilise pour communiquer. Le carillon que tu entends peu après le décollage informe l'équipage que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. Un carillon unique pendant le vol est le signe qu'un des passagers a besoin de l'aide de l'équipage. Lorsque les hôtesses servent les repas et qu'elles sont à court de nourriture ou de boissons, elles peuvent demander à leurs collègues de les dépanner en utilisant un combo de carillons aigus et graves. 3 tonalités basses signifient que de sérieuses turbulences approchent, et que les membres d'équipage doivent donc s'asseoir et boucler leur ceinture. As-tu déjà remarqué la lumière clignotante dans la cabine avant le décollage? Tu n'as pas à t'inquiéter. Cela se produit lorsque le pilote déconnecte l'avion du réseau électrique de l'aéroport et passe à celui de bord. Cette transition rapide peut provoquer des clignotements. Un mécanicien de l'Illinois a été appelé pour remorquer un véhicule accidenté. En s'approchant de la Ford Ranger renversée, il a soudain été frappé par l'inspiration. La plupart des gens n'y auraient vu qu'une voiture accidentée, mais cet homme a vu un tout nouveau type de véhicule. Il a pris 2 pick-up, une Ford Ranger et une Ford 150, puis il a passé 6 mois à travailler sur un nouveau véhicule étrange. Avec les 2 voitures combinées, il a créé l'illusion qu'il n'y en avait qu'une seule. Avec suffisamment de place pour les passagers, il est même légalement autorisé à rouler sur la route. Et avec les 4 roues du dessus qui tournent de façon coordonnée avec celles de la route. Il crée la confusion partout où il roule. Et même parfaitement garé, son engin a l'air bizarre. De nombreuses entreprises agroalimentaires essayent de transmettre à leurs clients potentiels l'importance de manger des légumes verts. Une société anglaise appelée Birdseye est passée au niveau supérieur. Ils ont construit une voiture en forme de petit pois pour promouvoir leurs produits. Elle a été construite sur le châssis d'un kart tout-terrain et comporte de nombreuses pièces provenant d'une coccinelle Volkswagen. Elle a beau ressembler à un jouet, mais c'est bien un vrai véhicule. Équipé d'un petit moteur Honda, ce petit pois vert vrombissant peut même atteindre les 100 km/h. Malheureusement, tu ne le verras nulle part sur la route, car son seul but était de faire de la pub. Mais il a gagné beaucoup de notoriété. Et selon la rumeur, beaucoup de gens auraient même demandé comment on pouvait acheter ce véhicule bizarre. En 1964, une petite Jeep légère appelée Mini Moke a été conçue aux États-Unis. Elle a été proposée à la Grande-Bretagne avec l'idée qu'elle conviendrait à sa géographie. Mais la voiture a été rejetée à cause de sa faible garde au sol. Et les portes latérales ouvertes n'étaient pas tout à fait adaptées au climat anglais. Elle a ensuite été proposée au climat plus chaud du Portugal et de l'Australie. L'idée était qu'elle pourrait être utilisée pour le tourisme et qu'elle pourrait être un moyen facile de se déplacer. Mais sans aucune autre utilisation pour des activités amusantes, elle a perdu en popularité. Pourtant, avec l'introduction des moteurs électriques, elle fait un retour en force. Et ce n'est pas une surprise. La garde au sol est maintenant plus élevée, les sièges sont plus confortables et le prix est aussi très abordable. La voiture coûte environ 21 000 $. Au début du XXe siècle, les voitures ont commencé à régner sur les rues. Certaines d'entre elles fonctionnaient à la vapeur, mais c'était beaucoup trop bruyant. Il y avait même des véhicules électriques. Mais comme ils ne pouvaient pas être alimentés en dehors des villes, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Mais il existait un autre modèle, encore plus incongru. Au début des années 1920, la Layat Helica a été inventée. On l'appelait aussi l'avion sans ailes. Dans cette voiture, le conducteur était assis à l'avant et un passager était assis derrière. La carrosserie aérodynamique de la Layat Helica est structurée de la même façon qu'un avion. Elle était principalement faite de contreplaqué, avec une grande hélice à l'avant pour tracter la voiture. Le concepteur pensait que tout le poids des pièces normales de la voiture ajoutait un poids inutile. À l'époque, l'acier était très important pour d'autres utilisations, et un cadre léger était la solution. Pesant environ 250 kg,
Ce véhicule pouvait atteindre une vitesse de 170 km/h. Tout cela semble fantastique, mais il y avait un sérieux inconvénient. La voiture était incroyablement bruyante et pour protéger leurs oreilles, les gens devaient porter des casques similaires à ceux qu'ils portaient dans un avion. Ce n'était donc pas le meilleur choix pour un road trip. Mais étonnamment, 30 exemplaires ont tout de même été vendus. Avec la pénurie de carburant des années 1940, les inventeurs ont essayé de trouver d'autres formes de transport. Les véhicules électriques ont été réexaminés après avoir été laissés sur la planche à dessin pendant les 30 années précédentes. Ainsi, une toute nouvelle voiture électrique, l'œuf électrique, a été conçue en 1938, puis construite en 1942. C'était un véhicule en forme d'œuf à 3 roues, avec de la place pour un seul passager. Cet œuf sur roue était alimenté par une batterie. Une charge complète était suffisante pour que ce petit œuf puisse parcourir jusqu'à 100 km. Il pouvait rouler sur les routes à sa vitesse maximale de 70 km/h. Cette minuscule voiture était aussi très légère, ne pesant que 350 kg environ. Avec une telle voiture aujourd'hui, tu pourrais te glisser dans n'importe quelle place de parking. Bonus, il n'y avait aucun angle mort dans cette voiture, avec une vue à 260 degrés. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, et un seul exemplaire a été fabriqué. L'ingénierie allemande a toujours été à la pointe de l'industrie automobile. Et un modèle en particulier, l'Amphicar, l'a fait passer à un tout autre niveau. Cette voiture pouvait aussi être conduite sur l'eau. Elle pouvait fonctionner comme un bateau. Avec des roues légèrement plus basses que la normale, elle roulait à des vitesses modestes sur la route. Mais une fois sur l'eau, les roues avant fonctionnaient comme des gouvernails. Elle pouvait naviguer à une vitesse allant jusqu'à 7 nœuds. Les concepteurs étaient conscients que ce n'était pas le meilleur bateau ou la meilleure voiture. Ils l'ont donc annoncé comme le meilleur bateau pouvant être conduit sur une route, et la meilleure voiture pour naviguer sur l'eau. En réalité, elle faisait plutôt bien le travail en tant que bateau. Beaucoup de gens ont été surpris qu'il n'y ait pas de fuite, même si elle était laissée à quai pendant plusieurs heures. Elle a gagné en popularité et près de 4000 exemplaires ont été vendus dans les années 1960. Elle a même inspiré plusieurs autres modèles de voitures-bateaux dans l'industrie automobile. As-tu déjà voulu louer une limousine? Et si ta limousine était croisée avec un avion? Un homme a décidé qu'il voulait combiner son amour pour le Boeing 727 avec la possibilité de le conduire sur la route. Tout d'abord, il a trouvé un avion. Ensuite, il a retiré les ailes et la queue et a fusionné le corps de l'avion avec un bus Mercedes-Benz. C'est donc en quelque sorte un bus ordinaire déguisé en avion. D'une longueur de 16 mètres, il est devenu la plus grande limousine du monde. Il y a assez de place pour 40 personnes, mais il peut quand même rouler jusqu'à 200 km/h. Le cockpit est en grande partie préservé, mais pour des raisons évidentes, un volant a été remplacé pour conduire la limousine. L'escalier pliant d'origine fonctionne toujours, ce qui permet d'accueillir les passagers lorsqu'ils montent dans la limousine Boeing. Étonnamment, cette limousine de 11 tonnes est autorisée à être conduite sur la route et tu peux même la louer. Au début du XXe siècle, les moteurs des voitures sont devenus beaucoup plus efficaces. Et la disponibilité de l'essence à des prix abordables a permis aux automobiles de prendre un véritable essor. En 1927, les concepteurs de voitures ont inventé quelque chose de vraiment chic. Voici la Bugatti Royale. C'était la voiture la plus luxueuse jamais fabriquée. Mesurant 6 mètres de long et pesant 3 tonnes, soit presque 2 fois le poids moyen d'une berline moderne. Cependant, à l'époque de sa création, les économies du monde entier étaient en déclin, et cette somptueuse voiture n'a malheureusement pas été un succès. Même la royauté d'Europe n'était pas intéressée par un achat aussi extravagant. Il avait été prévu d'en fabriquer 25, mais comme l'intérêt est retombé, seuls 3 ont été vendus. La ligne de production s'est arrêtée avec seulement 7 produits achevés. La conception du moteur était basée sur un moteur d'avion français, le plus grand jamais construit. Mais après l'échec de la Bugatti Royale, les moteurs restants ont été réutilisés pour de nouveaux wagons à grande vitesse destinés au système ferroviaire français. En 1930, un inventeur, John Archibald Purves, a créé quelque chose qui, selon lui, deviendrait le véhicule à grande vitesse du futur. Il s'est inspiré des dessins réalisés par Léonard de Vinci. John a senti que le brillant savant avait trouvé quelque chose. Il a donc créé la Dynasphère, un véhicule monoroue qui fonctionne à l'électricité.
Cette roue singulière de 3 mètres de haut, faite de fer treillis et recouverte de cuir, pesait environ 450 kg. Le siège du conducteur et le moteur étaient reliés et montés sur des roues. Au début, la direction n'était possible que lorsque le conducteur se penchait d'un côté ou de l'autre. Mais plus tard, un volant a été mis en place pour faciliter les choses. Elle pouvait atteindre une vitesse de 50 km/h et a suscité un certain intérêt en tant qu'activité amusante pour la plage. Une version modifiée avec 8 sièges a également été fabriquée. Malheureusement, la vision du concepteur de roues géantes couvrant les autoroutes à la place des voitures n'est pas devenue réalité. Probablement parce qu'il n'avait pas trouvé le moyen de l'empêcher de faire autre chose que de se heurter aux obstacles. Un long vol t'attend, voire un enchaînement de plusieurs vols, et ça te stresse. Mais ne t'inquiète pas, on va te révéler quelques astuces et secrets de voyageurs expérimentés qui rendront ton voyage plus agréable et plus facile. Tout d'abord, dis-nous la vérité. Est-ce que tu emportes toujours trop de choses? Si oui, on a une solution pour toi. Essaie d'utiliser tout l'espace dont tu disposes. Par exemple, c'est une bonne idée de mettre les petits objets comme tes chaussettes ou tes sous-vêtements à l'intérieur de tes chaussures. Mets ton écharpe et ta ceinture dans ton sac à main, et ainsi de suite. Si tu voyages avec un sac à dos, place les objets les plus lourds au fond. Essaie aussi de rouler tes vêtements afin qu'ils prennent moins de place et se froissent moins. Lorsque tu pars en voyage, laisse ton énorme portefeuille à la maison. Mets plutôt tous tes papiers essentiels comme ton passeport et ton argent liquide dans un petit contenant ou même dans une trousse de toilette. Tu peux aussi utiliser une boîte de bonbons à la menthe pour y mettre tes cartes de crédit et ton argent. Glisse-les à l'intérieur, puis recouvre-les d'une feuille de papier et remplis le reste de la boîte de bonbons. Et voilà, la cachette parfaite est prête. N'emporte pas tes grands flacons de lotion ou de crème hydratante. Procure-toi une boîte à lentilles de contact et remplis ces compartiments avec les produits dont tu as besoin. Cela te sera utile pendant le vol, l'air est très sec dans les avions. Tu peux utiliser de petits récipients de voyage pour tous les produits dont tu penses avoir besoin pendant ton voyage. Mais si tu as peur que des liquides se répandent, couvre le dessus du récipient avec du film plastique et ensuite seulement ferme le couvercle. Si tu as des vitamines ou d'autres pilules avec toi, tu peux te procurer un pilulier de voyage comme celui-ci sur Amazon. Il comporte plusieurs compartiments de tailles différentes et chacun d'entre eux peut contenir de 13 à 21 pilules ou gélules. Il est également doté d'un anneau d'étanchéité qui protège tes pilules de la poussière et de l'humidité. Tu arrives à l'aéroport bien à l'avance et tu décides de te promener dans la zone duty-free. Même si tu n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, tu ne peux pas t'empêcher de mettre quelques produits dans ton panier. Ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. De nombreux aéroports sont conçus de manière à ce que tu te sentes détendu et à l'aise. Il y a ces grandes baies vitrées, beaucoup de lumière, des fauteuils de massage et des sièges confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins duty-free et les cafés et restaurants. Une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser de l'argent est de te faire passer par ces jolies boutiques duty-free juste après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces boutiques est généralement orientée vers la gauche. Cela s'explique par le fait que la plupart des gens sont droitiers. Donc, ils utilisent leur bras droit pour tirer leurs bagages et ils sont plus enclins à regarder du côté droit lorsqu'ils traversent les boutiques. Si la zone duty-free s'oriente vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. Au fait, même si les boutiques duty-free ont la réputation d'être moins chères que les magasins en ville, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, les sucreries, les boissons et les parfums sont susceptibles de coûter plus cher à l'aéroport. De plus, tu dois faire attention à ce que tu achètes dans une boutique duty-free si tu as un vol de correspondance. Certains aéroports n'autorisent pas le transport de liquide de plus de 100 ml pendant l'escale, même s'ils proviennent d'une boutique duty-free et qu'ils sont dans des sachets scellés. Arriver à l'aéroport 2 heures avant ton vol n'est pas vraiment nécessaire. Bien sûr, dans certains aéroports gigantesques et très fréquentés, 2 heures ne suffisent pas. Mais dans la plupart des cas, cette recommandation n'est qu'un plan astucieux pour te faire dépenser plus d'argent en shopping, en nourriture et en boissons.
Après avoir passé tous les contrôles de sécurité et le contrôle des passeports, tu as devant toi l'heure d'or. Il s'agit des 60 minutes pendant lesquelles tu es le plus susceptible d'ouvrir ton portefeuille pour acheter un café et un sandwich, un magazine ou même pour dépenser une somme importante pour un nouveau parfum. Acheter une bouteille d'eau à l'aéroport peut rapidement te ruiner, mais il y a une chose que tout voyageur devrait savoir. L'eau est gratuite dans la plupart des aéroports. Il suffit d'apporter une bouteille d'eau vide au contrôle de sécurité et de trouver une station de remplissage. Ces stations sont généralement situées près des toilettes. Si tu ne trouves pas de station de remplissage, il doit y avoir au moins une fontaine. Si tu en as l'occasion, ne change pas ton argent à l'aéroport. Tu n'obtiendras jamais un taux intéressant. Ceux qui ont oublié d'acheter des devises à l'avance peuvent les commander en ligne et les récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande. Il peut aussi être préférable de retirer de l'argent dans un distributeur automatique à ta destination finale. Pour rendre ton voyage plus serein, investis dans une valise de qualité. Tu seras ainsi certain que sa fermeture éclair ne se cassera pas et que tes affaires ne se retrouveront pas éparpillées sur les bagages des autres passagers. L'idéal est d'opter pour une valise légère. Il vaut mieux éviter de te rajouter du poids, n'est-ce pas ? Et les roulettes te permettront de déplacer ta valise beaucoup plus facilement. Si tu en as la possibilité, place un dispositif de suivi électronique dans ta valise avant de l'enregistrer. Cela t'aidera à la suivre pendant le voyage. Il n'est pas nécessaire de débourser beaucoup d'argent, tu peux t'en procurer un à un prix raisonnable. Voici donc un conseil très important. Prends une photo de tout ce que tu as mis dans ta valise avant de te rendre à l'aéroport. Ainsi, si ton bagage est perdu, tu pourras faire une réclamation auprès de la compagnie aérienne ou de ta compagnie d'assurance en leur montrant les objets perdus. Tu augmenteras ainsi tes chances d'être indemnisé pour tes affaires. Tu peux aussi imprimer une copie de ta carte d'embarquement et la placer dans ta valise. Ainsi, si elle se perd, le personnel de l'aéroport pourra l'identifier plus facilement. Si tu portes des lentilles de contact, enlève-les avant d'embarquer. L'air sec de l'avion peut déshydrater tes yeux et rendre tes lentilles très inconfortables. À l'aéroport d'un nouveau pays, tu seras peut-être tenté de goûter à de nouveaux aliments ou d'acheter des snacks inhabituels que tu dégusteras plus tard dans l'avion. Mais ne le fais pas. Si tu manges quelque chose dont tu n'as pas l'habitude avant de prendre l'avion, tu risques de passer plus de temps que prévu dans les toilettes de l'avion. Où est mon passeport ? Ah, le voilà. Ouf. Attends, je n'aurais pas oublié ma carte de crédit au magasin ? Ah non, elle est là. Cela te semble-t-il familier ? Si tu as tendance à t'inquiéter pour tes papiers et cartes, lorsque tu te déplaces dans le chaos de l'aéroport, tu peux te procurer un portefeuille multipoche comme celui-ci. Il est doté d'une sangle réglable et offre suffisamment d'espace pour contenir ton passeport, tes cartes, de l'argent liquide et même tes clés. Si tu voyages en famille, tu peux même te procurer un grand portefeuille de voyage familial. Il est suffisamment spacieux pour contenir tous tes documents et les objets les plus importants que tu dois avoir à portée de main lorsque tu voyages. Et s'il est divisé en plusieurs compartiments nominatifs, tu ne perdras pas de temps à te rappeler dans lequel tu as mis ta carte de crédit. Voici un petit bonus final. Si tu vois les lettres SSSS ou étoile S étoile sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif en damier. Si tu as l'un de ces symboles, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Pourquoi te choisirait-on pour un contrôle secondaire ? Certains critères sont la réservation d'un aller simple ou le paiement en espèces du billet. Dans certains cas, la sélection est totalement aléatoire. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore.
Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne.
Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Aimerais-tu avoir une idée de à quoi l'aviation pourrait ressembler à l'avenir? Alors tu es au bon endroit. Lits superposés en classe économique, véhicules volants à la verticale, service de restauration à bord assuré par l'IA. Attache ta ceinture et c'est parti pour le volume. Mais tout d'abord, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà entendu parler des Crystal Cabin Awards? Ce sont en quelque sorte les Oscars de l'aménagement intérieur des avions. Nous te présentons quelques-uns des lauréats les plus récents. Voici le Skynest, un lit à plat pour les personnes voyageant en classe économique. Need sont censés être utilisés sur les vols long courriers. Le design est basé sur un îlot de sommeil situé au milieu de l'avion. On peut réserver un créneau de 4 heures si l'on veut faire une vraie sieste pendant le volume. La meilleure nouvelle, c'est que ce concept devrait être introduit l'année prochaine. Lorsque tu voyageras en classe économique premium sur de longues distances, tu pourras bénéficier d'une conception plus intelligente des sièges. Il s'agit de sièges plus larges et d'accoudoirs jumeaux, ce qui signifie que tu n'auras plus à te battre avec tes voisins pour obtenir de l'espace. De plus, il y aura des rangées entièrement flexibles avec des coussins qui peuvent être surélevés, créant ainsi des lits à plat. Le groupe Lufthansa a promis que les passagers haut de gamme pourront réserver des suites avec des lits doubles et voyager sur des sièges chauffants ou rafraîchissants à température réglable. Comme tu le vois, ces jours-ci, les compagnies aériennes travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles conceptions de cabines d'avion, et cela pourrait avoir un impact sur l'avenir du transport aérien dans son ensemble. Pour l'instant,
elle se concentre sur l'expérience des voyageurs à l'intérieur de l'avion. Il en résulte des produits époustouflants, les suites de première classe de Singapore Airlines ou la cabine La Première d'Air France, qui devrait devenir l'une des meilleures cabines de première classe dans les airs. Elle comprendra des suites équipées de canapés et de fauteuils séparés, et chaque suite disposera de 5 fenêtres le long de la paroi de la cabine. Cela en fera la plus longue suite de première classe au monde. Mais Airbus a breveté l'idée d'une expérience de volume plus interactive, en particulier pour les passagers chanceux qui occupent des sièges avec hublot. À l'aide d'un équipement spécial capable de suivre les mouvements des yeux, l'avion pourrait mettre en évidence les objets significatifs que le passager regarde et lui fournir des informations détaillées, qui s'afficheraient sur un écran semi-transparent situé sur le hublot. Le brevet indique également qu'il est possible d'envoyer des données à des appareils connectés par Bluetooth ou Wi-Fi. Ainsi, les décollages et les atterrissages deviendraient beaucoup plus excitants, et tu pourrais obtenir des informations sur un nouveau pays ou une nouvelle ville. Qatar Airlines, à son tour, a eu l'idée des suites. Voici à quoi cela ressemble. Sur les côtés, il y aura des suites individuelles, tandis que la partie centrale pourra être transformée. Tu peux choisir une suite double pour voyager avec ton partenaire, ou tu peux avoir un espace privé, ou même déplacer les murs et transformer l'endroit en une suite quadruple que tu peux utiliser pour une réunion. Des améliorations pourraient également être apportées à la classe économique. Elles devraient t'offrir plus de confort, surtout sur un volume long courrier. Une société appelée Zodiac Seats a déposé un brevet basé sur une configuration de sièges en zigzag. Regarde cette allée qui contient 3 et 4 sièges, chacun d'entre eux étant orienté dans la direction opposée. Les passagers disposent ainsi de beaucoup plus d'espace pour les épaules que s'ils étaient assis dans des sièges ordinaires. De plus, les passagers bénéficient d'un grand espace pour les jambes. Certes, certaines personnes peuvent se sentir un peu mal à l'aise lorsqu'elles doivent faire face à leurs voisins pendant plus de 8 heures d'affilée. Mais ces améliorations de l'espace n'en valent-elles pas la peine ? Bon, tu sais peut-être qu'il n'est pas facile de se déplacer dans la cabine pendant que les hôtesses de l'air servent les repas et les boissons. De plus, tu dois manger à une heure précise avec tout le monde. Ou, si tu n'as pas faim, renoncer complètement au repas. Les robots pourraient bien être la solution. Une entreprise a proposé d'utiliser des nacelles de taille parfaite qui pourraient glisser le long du rail au milieu de l'allée et livrer les boissons et la nourriture commandées par les passagers. Ainsi, tu pourrais recevoir ton repas à l'heure qui te convient le mieux, sans quitter ton siège. Cette solution est susceptible de résoudre les problèmes liés au service des repas. Mieux encore, elle pourrait permettre de réduire le nombre de cuisines dans les grands avions. Malheureusement, cette idée a été déposée il y a 60 ans et n'a pas encore été mise en œuvre. Elle n'est donc peut-être pas aussi géniale qu'elle en a l'air. Une autre idée liée au service de repas en volume consiste à utiliser l'IA. Selon CAE Créateur, la technologie enregistrera ce que les passagers laissent sur leur plateau et utilisera ensuite ces données pour suggérer différents plans de restauration sur les vols suivants. Même si ces innovations semblent rendre les voyages beaucoup plus confortables, elles ne sont pas vraiment révolutionnaires. Mais regarde bien celle-ci, des avions à décollage et atterrissage verticaux. Le concept de cabine de taxi aérien de Hyundai Transys optimise l'espace et donne la priorité à l'intimité dans une cabine partagée. Si l'on parle de vol court, il y a City Airbus Next Gen. Il s'agit d'un véhicule entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux, doté de 4 sièges et basé sur le concept Lift and Cruise. Il peut opérer dans un rayon de 80 km et à une vitesse de croisière de 119 km/h. Une autre perspective étonnante est celle des avions de transport de passagers dotés de copilotes IA, ou même des pilotes. Certains experts affirment que les avions pourraient potentiellement être pilotés de manière entièrement automatisée. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Un pilote compétent fait partie d'un système de sécurité complexe qui réduit les risques et assure la sécurité des passagers. Les pilotes doivent être des navigateurs, des techniciens, des ingénieurs et des experts en météorologie. Au cours d'une journée de travail normale, un pilote doit traiter avec le personnel au sol, les autres équipages, le personnel de cabine, les contrôleurs aériens et les passagers. Ce n'est pas rien. Et n'oublions pas qu'ils doivent communiquer correctement, non seulement en termes d'aviation, mais aussi sur le plan interpersonnel. L'IA sera-t-elle capable d'en faire autant ? L'avenir nous le dira.
Mais revenons aux idées les plus audacieuses sur l'avenir du transport aérien. Certains experts pensent qu'aux alentours de 2040, tu pourras faire un tour en avion hypersonique. Nombreux sont ceux qui pensent que l'ère des avions supersoniques s'est achevée en 2003, lorsque l'avion commercial Concorde a été mis hors service après des décennies de non-rentabilité. Mais il semble que la situation pourrait bientôt changer. Les nouveaux avions supersoniques voleront à des hauteurs incroyables et leur vitesse sera probablement au moins 6 fois supérieure à celle de n'importe quel autre avion de ligne. Ainsi, il faudra moins de 2 heures pour se rendre de New York à Londres. À titre de comparaison, il faut aujourd'hui 8 heures à un avion classique pour relier CS deux villes. Mais il y a un problème. Les billets d'avion supersoniques coûteront cher. Et statistiquement, les gens ont tendance à privilégier le prix à la vitesse. Les experts ne pensent donc pas que beaucoup de gens seront prêts à payer quelques milliers de dollars pour aller de Londres à Sydney en 4 heures. De plus, ces avions auront besoin d'une grande quantité d'hydrogène liquide, qui n'est pas bon marché actuellement. D'ailleurs, il se peut que vous ne reconnaissiez pas un avion de 2050. 6 machines volantes continueront d'évoluer au cours des prochaines décennies. Et il est fort probable qu'à un moment donné, les hublots commenceront à disparaître complètement des appareils. Les avions deviendront ainsi plus robustes et mieux adaptés aux vitesses élevées. Les hublots alourdissent les avions, ce qui se traduit par une plus grande consommation de carburant. Pas étonnant que les avions cargo n'aient pas de hublots. Les avions deviendront également plus élégants et seront probablement recouverts de panneaux solaires. Il existe aussi un concept d'avion dont la cabine est faite de polymère transparent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne monterai jamais à bord d'un tel avion. C'est de l'aérophobie. Il y a fort à parier que dans quelques décennies, nous verrons un avion hypersonique doté d'un moteur à réaction capable de se transformer en fusée pour aller dans l'espace. L'oxygène liquide serait injecté dans l'échappement, transformant le moteur en fusée. Cela permettrait à l'avion d'atteindre des vitesses énormes. Sur le chemin du retour, le moteur redeviendrait un moteur à réaction normale. Comment les araignées peuvent-elles survivre lorsqu'elles perdent une patte ? Lorsqu'elles sont dans une situation dangereuse et qu'elles essayent de s'enfuir, elles peuvent perdre des pattes et les faire repousser seulement quelques mois plus tard. Elles survivront sans problème car la plupart du temps, leurs pattes se détachent au niveau des points de rupture. Ce sont des articulations qui contiennent des muscles qui se contractent, ce qui aide les araignées à minimiser la perte de sang. Si elles perdent une patte au niveau de la partie qui précède le point de rupture, elles perdront alors plus de sang et il leur sera plus difficile de guérir. En parlant d'araignées, as-tu remarqué qu'elles restent parfois immobiles pendant un long moment ? Elles se figent en attendant qu'une proie potentielle se pose sur leur toile. Si une araignée bouge, elle gaspille de l'énergie et attire inutilement l'attention sur elle. Soit un oiseau affamé en quête d'un casse-croûte la verra, soit l'araignée restera affamée car les mouches auront moins tendance à s'approcher de la toile. Lorsqu'elle file une toile, elle dépense aussi beaucoup d'énergie. Même lorsque la toile est terminée, une araignée peut devoir attendre des jours ou des semaines avant d'attraper quelque chose. Il est donc important d'économiser autant d'énergie que possible. Les araignées chasseuses sont beaucoup plus actives, mais la majorité d'entre elles sont des prédateurs nocturnes. Elles passent leur journée à se reposer, cachées sous un rocher ou dans un nid. Les pommes de terre rôties peuvent rester chaudes pendant très longtemps et cela est dû à la croûte grasse et amidonnée qui agit comme une sorte de couche isolante. Lorsque tu fais prébouillir une pomme de terre, ces granules d'amidon absorbent l'eau et gonflent jusqu'à ce que les molécules de carbone s'échappent pour produire une sorte de gel épais. Si tu mets ensuite la pomme de terre au four, la température élevée chasse l'humidité. L'amidon gélatinisé se retrouve alors à l'extérieur de la pomme de terre et crée une croûte croustillante qui emprisonne la chaleur à l'intérieur. La graisse de la plaque de cuisson s'accumule aussi dans les fissures et la structure qui garde la chaleur reste solide. Les oiseaux ne s'électrocutent pas en se posant sur les lignes électriques car ce n'est pas la tension qui peut leur faire du mal, mais les différences de tension, sans lesquelles l'électricité ne circulerait pas. Donc si un oiseau se tient sur une seule ligne électrique à 35 000 volts, par exemple, l'absence de différence de tension permet à l'animal de rester en sécurité. Mais s'il étend accidentellement ses ailes et touche une autre ligne électrique qui est à une tension différente, cela ne se terminera pas bien pour lui. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'électricité s'assurent qu'il y ait beaucoup d'espace entre les câbles. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pilotes d'avion n'essayent pas d'atterrir sur l'herbe lorsque le train d'atterrissage est bloqué ?
L'herbe peut sembler être une bonne option puisqu'elle est douce, mais cette surface n'est ni lisse ni régulière. Lorsque la pression est élevée, l'atterrissage sur l'herbe peut entraîner des mouvements imprévisibles et causer des problèmes tels que la formation de structures qui se produit à cause des rebonds et de la pression inégale. Cela peut même entraîner une fuite de carburant et empêcher l'ouverture des portes. Les crânes chauves ont tendance à être brillants alors qu'ailleurs sur le corps humain, la peau ne l'est pas. La plupart de notre peau est recouverte de minuscules poils qui lui donnent une sorte d'aspect velouté de duvet de pêche. Dans le cas de la calvitie masculine, les follicules pileux ont tendance à rétrécir et à se transformer en cellules de peau, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cheveux du tout. Le cuir chevelu est particulièrement brillant grâce aux glandes sébacées. Elles produisent et sécrètent une sorte de matière huileuse qui protège notre peau. Les glandes sébacées sont situées sur toute notre peau, mais le cuir chevelu en compte beaucoup plus. Cette huile recouvre donc la peau, ce qui la transforme en une surface plus réfléchissante. Les chats domestiques se miaulent rarement les uns envers les autres, mais ils deviennent bruyants avec les humains, et cela pourrait être lié à la domestication. Le processus d'apprivoisement des chats a commencé il y a près de 10 000 ans. Avant cela, les chats étaient plutôt solitaires, ils rencontraient rarement d'autres chats. Ils n'avaient donc pas besoin d'utiliser leur voix pour communiquer entre eux. À la place, ils communiquaient grâce à leur odorat, ce qui incluait des choses comme se frotter contre un certain objet, par exemple un arbre. Ils n'avaient même pas besoin de se retrouver face à d'autres membres de leur espèce pour envoyer un message, et c'est aussi de cette façon qu'ils communiquent principalement aujourd'hui. Mais les humains n'ont pas un aussi bon odorat que les chats, alors ces créatures intelligentes ont dû trouver un moyen de nous envoyer des messages tout en obtenant ce qu'elles voulaient de nous, et cela s'est avéré être le miaulement. Si tu prévois une excursion d'une journée dans un désert, par exemple le Sahara en Afrique du Nord, tu voudras apporter une bonne crème solaire et beaucoup d'eau bien sûr, mais aussi un sac de couchage bien douillet si tu prévois d'y passer la nuit. Les déserts deviennent très froids pendant la nuit. Dans le Sahara, les températures passent d'un maximum moyen de 38 degrés pendant la journée à moins 4 degrés pendant la nuit. Cette variation spectaculaire se produit à cause de 2 facteurs principaux, l'humidité et le sable. Le sable ne retient pas très bien la chaleur. Lorsque la lumière et la chaleur du soleil atteignent un désert, les grains de sable de la couche supérieure absorbent la chaleur, mais ils la rejettent dans l'air assez rapidement. Ainsi, pendant la journée, le sable rayonne l'énergie provenant du soleil, ce qui finit par chauffer l'air et entraîne des températures extrêmement élevées. Mais pendant la nuit, le sable perd à nouveau rapidement de la chaleur. Et cette fois, il n'y a pas de lumière du soleil qui réchauffe le désert. Cela rend le sable encore plus froid et conduit à une température très basse. Dans les déserts arides d'Atacama au Chili et le Sahara, l'humidité est extrêmement faible. Cela signifie que la quantité de vapeur d'eau dans l'air est presque nulle. Or, contrairement au sable, l'eau stocke bien la chaleur. La vapeur d'eau dans l'air piège la chaleur près du sol. C'est comme si tu recouvrais le sol d'une énorme couverture. Cela l'empêche de se dissiper dans l'atmosphère. De plus, lorsque l'air a un taux d'humidité élevé, il a besoin de plus d'énergie pour se réchauffer. Cela signifie qu'il faut plus de temps pour que cette même énergie disparaisse et que l'environnement se refroidisse. Comme il n'y a presque pas d'humidité dans les déserts, ces zones peuvent à la fois se réchauffer et se refroidir rapidement. Si tu chauffes l'eau de ton thé au micro-ondes, il aura moins bon goût que lorsqu'il est préparé avec une bouilloire. C'est parce que la température du liquide est le facteur principal d'un bon thé. L'eau doit atteindre l'ébullition pendant un certain temps avant que tu ne la verses sur les feuilles de thé. Qu'elles soient en vrac ou en sachet, c'est plutôt facile à faire avec les bouilloires à thé, qu'elles soient électriques ou sur la cuisinière. Lorsque le brûleur ou l'élément chauffant électrique est allumé, l'eau au fond du récipient se réchauffe. Et comme elle se réchauffe, l'eau dans le reste de la bouilloire arrive au point d'ébullition. A l'inverse, un micro-ondes ne chauffe pas de bas en haut. Il crée des ondes électromagnétiques qui sautent aléatoirement autour du four. Tu l'as probablement remarqué lorsque tu essayes de réchauffer des restes. Ils finissent par être partiellement froids à certains endroits et très chauds à d'autres. La même chose se produit avec l'eau, car il est difficile de contrôler l'énergie des micro-ondes. Un liquide trop chaud n'est pas non plus bon pour le thé. Lorsque l'eau dépasse 100 degrés, qui est son point d'ébullition, elle peut détruire les composés qui donnent à un thé sa saveur spécifique. Tu t'es déjà demandé pourquoi les fiches électriques américaines ont des trous dans les broches ? L'histoire remonte au début du XXe siècle, lorsque Harvey Hubble Jr. a inventé différents types de fiches électriques.
Il a commencé par la fiche électrique détachable qui a été la toute première de ce type. Certaines de ses conceptions avaient des broches avec des encoches qui s'alignaient avec les petites bosses à l'intérieur des prises électriques. Ce système d'encoches et de bosses permettait de maintenir les broches en place lorsque les gens inséraient une fiche dans une prise. À un moment donné, ces indentations ont cédé la place à des trous qui fonctionnent de la même manière, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La plupart des prises modernes n'ont même plus les bosses. Elles empêchent les prises de tomber du mur en utilisant la friction et la pression. Aujourd'hui, certains fabricants insèrent une tige dans tous les trous d'une ligne de fourche. C'est ainsi qu'ils les maintiennent en place tout en les enveloppant de plastique. Certains disent aussi que les trous permettent d'économiser du métal, ce qui réduit les coûts de fabrication. Il existe des endroits sur Terre que les avions ne peuvent pas survoler. Il s'agit de zones d'espace aérien restreints dans lesquelles tu ne peux pas pénétrer pour des raisons de sécurité ou de secret défense. Il existe 5 types de zones protégées. Les zones d'importance culturelle, politique, historique et environnementale, et les zones protégées pour assurer la sécurité des visiteurs. Jetons un coup d'œil aux plus célèbres d'entre elles. Tout d'abord, il y a Washington DC et la Maison-Blanche. C'est une zone très protégée. Personne ne peut la survoler s'il se trouve à moins de 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a un aéroport à proximité de la Maison-Blanche et les restrictions causent beaucoup de problèmes aux pilotes et aux passagers. Les pilotes doivent faire très attention à ne pas entrer accidentellement dans la zone interdite, car les conséquences sont assez graves. Les passagers ne passent généralement pas un moment très agréable au début de leur vol. Tout cela à cause des manœuvres que les pilotes doivent effectuer pour éviter d'entrer dans la zone protégée. Une fois, en 2005, un pilote s'est accidentellement engagé dans cette zone. Et juste à cause de cela, le Capitole a été évacué. Ils ne prennent aucun risque. Si quelqu'un ou quelque chose se trouve dans l'espace aérien protégé, il est considéré comme dangereux par défaut. La suivante est Camp David. Il a été construit en 1938 dans la campagne du Maryland. À l'origine, le camp s'appelait High-Catoctin. Mais en 1953, le 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, l'a baptisé Camp David en l'honneur de son père et de son petit-fils. Camp David est la résidence de campagne du président américain. Il sert également à accueillir les représentants des pays étrangers. Étant donné que de nombreuses personnes importantes séjournent dans cet endroit, il existe une zone d'exclusion aérienne de 5 km autour et de 8 km au-dessus du niveau de la mer. L'endroit suivant est aussi très important pour l'un des anciens présidents américains. Le complexe familial Bush est la résidence d'été de la famille de George Bush dans le Maine. La famille y séjourne encore souvent. Tu ne peux donc pas survoler cet endroit si l'altitude est inférieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une autre zone interdite de vol est le centre spatial Kennedy. Personne ne peut le survoler à moins de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit est très protégé en raison des activités de la NASA sur et autour de l'île. Le lieu suivant est situé ici, dans le nord du Minnesota, à la frontière avec le Canada. Il s'agit d'une zone de nature sauvage appelée Boundary Waters Canoe Area Wilderness. C'est une zone de loisirs nationale et la zone sauvage la plus visitée des États-Unis, où de nombreuses personnes font de la randonnée, de la pêche et du canoë. La protection de ce magnifique site naturel a commencé en 1902. En 1949, l'espace aérien au-dessus de toute la région, à moins de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, a également été protégé. Les bateaux à moteur et les motoneiges sont aussi interdits dans cette région. Tout cela pour protéger la beauté naturelle et le caractère sauvage de l'endroit. Un autre endroit sur ma liste est, tu ne le devineras jamais, Disneyland et Disney World. Oui, l'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison-Blanche et du centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale, et la restriction s'étend à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La loi a été introduite en 2003 pour assurer la sécurité du parc et de ses visiteurs. De nos jours, tu ne verras jamais un avion ou même un seul drone survoler le parc, à moins qu'ils aient obtenu une dérogation spéciale. Maintenant, passons au niveau mondial. Les États-Unis ne sont pas les seuls à appliquer ce genre d'interdiction. Il existe de nombreux autres endroits protégés comme ceux que j'ai déjà mentionnés dans le monde. Commençons par cet énorme trou sur la surface de la Terre.
Il a un diamètre de 1200 mètres. C'est plus grand que la hauteur du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. En fait, c'est 1,5 fois le Burj Khalifa. Il a également une profondeur de plus de 525 mètres. Ce qui signifie que la fosse pourrait accueillir un immeuble de 140 étages. Ce puits géant est une mine de diamants située à Mirny, une ville de Sibérie. La température moyenne en hiver ici est de moins 35 degrés Celsius. On ne peut pas survoler la mine en hélicoptère car c'est dangereux. La mine est si grande qu'elle perturbe la circulation de l'air. L'air à l'intérieur de la mine est beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Et quand ces deux flux se mélangent, cela crée un vortex. Si un hélicoptère passe à proximité, le tourbillon va probablement l'attirer. Puis l'appareil perdra de l'altitude et s'écrasera. Un autre endroit interdit est Buckingham Palace. Le survol de ce bâtiment est interdit pour protéger les monarques. Le palais n'est pas seulement un lieu de résidence de la reine. C'est aussi le siège administratif de la Grande-Bretagne, où se tiennent de nombreuses réunions avec des représentants étrangers. Les avions ne peuvent pas non plus survoler le château de Windsor, car c'est là que réside la famille royale. Le Pérou a interdit aux avions de survoler son célèbre site, le Machu Picchu, en 2006. Cette interdiction visait à protéger le patrimoine et la faune du site. Le suivant est le Taj Mahal, en Inde. Le mausolée, achevé en 1653, est situé à Agra, dans le nord de l'Inde. C'est l'un des endroits les plus connus au monde et il est protégé par l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial. Il n'est pas étonnant que ce lieu, qui est visité par plus de 6 millions de personnes chaque année, soit si protégé. La région est une zone d'exclusion aérienne depuis 2006. Cette loi a été promulguée pour protéger le bâtiment et les visiteurs. Même s'il n'y a pas d'interdiction officielle, les avions préfèrent éviter certaines régions de notre planète. L'une d'entre elles est l'Himalaya. Les montagnes de l'Himalaya dépassent les 6000 mètres. Et le mont Everest, le point le plus haut de la Terre, atteint les 8850 mètres. La plupart des avions volent à environ 9145 mètres, ce qui est trop proche du sommet de la montagne. Pour respecter la distance minimale, les avions devraient voler plus haut, ce qui est impossible. De plus, les vents sont trop forts au-dessus des montagnes, ce qui rend la manœuvre des avions difficile. Ces derniers doivent emprunter des routes qui offrent des possibilités d'atterrissage d'urgence et les meilleurs services radars au cas où un problème surviendrait pendant le vol. Le problème est qu'il n'y a presque pas de service radar dans l'Himalaya. Et les pilotes ne seraient pas en mesure de communiquer avec les contrôleurs aériens au sol. Un atterrissage d'urgence est possible uniquement sur des surfaces plates et il n'y en a pas dans la région de l'Himalaya. Le risque est tout simplement trop élevé avec des montagnes partout. Si tu ne trouves pas que c'est déjà assez dangereux, il y a autre chose. Si quelque chose, par exemple une décompression de la cabine, arrive à un avion à une altitude pareille, l'avion disposera d'assez d'oxygène pour une vingtaine de minutes seulement. Lorsque cet oxygène vient à manquer, l'avion doit descendre à une altitude d'au moins 3050 mètres au-dessus du niveau de la mer pour reconstituer ses réserves. Et c'est impossible à faire dans l'Himalaya à cause des montagnes qui se trouvent partout. Une autre route difficile passe au-dessus des pôles. Et pour l'emprunter, un avion doit obtenir une autorisation spéciale. Le problème ici est que le pôle peut perturber le système de navigation de l'avion. Les boussoles s'emballent et ne sont plus d'aucune utilité. Le pôle nord de la Terre possède un champ magnétique très puissant qui change constamment. Si le champ magnétique se déplace, le vrai nord commence à différer de ce que les pilotes voient sur leurs appareils. Il devient alors difficile pour eux de trouver la bonne piste. À propos, les pistes sont nommées en fonction de la distance qui les sépare du pôle nord réel. Si le champ magnétique se déplace et oblige le pilote à ajuster sa navigation, il ne peut pas être sûr d'atterrir sur la bonne piste. Ainsi, seuls quelques avions volent en réalité à cet endroit, et ils doivent se soumettre à des préparatifs spéciaux, obtenir des appareils de navigation particuliers et une autorisation pour y voyager. Et pourtant, personne ne survole directement le pôle Nord. Même si les avions survolent les océans et les petites étendues d'eau, s'il existe une route alternative qui passe au-dessus de la Terre, un avion choisira toujours de la suivre. Il est intéressant de noter que voler au-dessus de l'eau est généralement plus cool que voler au-dessus de la Terre, surtout à basse altitude.
C'est parce qu'il y a moins de turbulences. La principale raison des turbulences est l'air chaud qui s'élève du sol. Lorsque tu voles au-dessus de l'eau, tu n'as pas ce problème et le vol est plus confortable. Néanmoins, le vol au-dessus de la terre est plus sûr. Je ne sais pas pour toi, mais je préfère subir quelques secousses que de ne pas avoir la possibilité d'atterrir en cas d'urgence. Les avions qui effectuent des vols transocéaniques ont généralement 4 moteurs. Pour les avions à 2 moteurs, c'est trop dangereux. Ils préfèrent les routes où il y a de nombreux aéroports sur le chemin qui peuvent accepter ce type particulier d'avion en cas d'urgence. Imagine qu'une panne de moteur survienne. Dans ce cas, l'avion devra compter sur le moteur restant pour le conduire à l'aéroport le plus proche et atterrir en toute sécurité. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports dans, disons, l'océan Pacifique. Tu montes dans n'importe quel avion et tu remarques que le commandant est toujours assis sur le siège de gauche et le copilote sur celui de droite. Et ce n'est pas un hasard. Les raisons sont historiques. Une théorie veut que les premières forces aériennes aient été recrutées parmi les officiers de cavalerie. Ils portaient leur épée sur le côté gauche, il était donc plus confortable pour eux de monter à cheval par la gauche de l'animal. Lorsque nous sommes finalement passés des chevaux aux oiseaux de métal, la tradition est restée. Une autre théorie concerne les trains. La première ligne aérienne internationale a relié Londres et Paris. Pendant ce vol, les pilotes naviguaient en suivant le chemin de fer. L'histoire raconte qu'un jour, alors que le temps était particulièrement mauvais, 2 avions sont entrés en collision parce qu'ils volaient tous deux au-dessus des rails. Après cela, il a été convenu que les avions voleraient sur le côté droit du chemin de fer. Les pilotes devaient s'asseoir sur le côté gauche de l'avion pour voir quel était le dégagement dont ils disposaient par rapport aux avions venant en sens inverse sur leur gauche. Quant aux pilotes d'hélicoptères, ils sont généralement, mais pas toujours, assis à droite. Les hélicoptères sont plus instables que les avions. C'est pourquoi les pilotes préfèrent ne pas lâcher le pas collectif. Ce manche contrôle la direction et l'altitude de l'hélicoptère. Le pas collectif se trouve entre les genoux du pilote et il utilise sa main droite pour le tenir. La main gauche du pilote déplace le levier qui modifie le pas des pales et appuie sur d'autres boutons de la console centrale. Quoi qu'il en soit, les 2 sièges ont le contrôle total d'un avion. Il n'existe aucune réglementation spécifiant quel siège le capitaine ou le copilote doivent occuper. Le copilote est tout aussi expérimenté et capable de piloter un avion que le commandant. Le commandant pilote souvent l'avion jusqu'à sa destination et le copilote le fait voler au retour. Les pilotes passent des tests tous les 6 à 8 mois. Ils utilisent des simulateurs de vol et s'entraînent à toutes sortes d'urgences. Ensuite, les examinateurs les évaluent. Des tests techniques et de sécurité, ainsi qu'un examen médical, ont aussi lieu régulièrement. Un siège supplémentaire dans le cockpit, derrière les pilotes, est destiné aux inspecteurs qui surveillent le vol. Ce siège est appelé strapontin, car lorsque l'on s'enlève, il se replie tout seul, comme les sièges de cinéma. Si tu es nerveux en avion, choisis un siège au milieu de la cabine si possible. Les turbulences affectent surtout les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, n'est pas autant secouée. Imagine l'avion comme une grande balance à bascule. Le même principe s'applique en cas de turbulence. En choisissant un siège côté hublot, tu auras l'occasion de voir comment les ailes de l'avion se courbent. Elles sont conçues pour bouger de cette façon. Si les ailes étaient rigides, elles se briseraient dès que des turbulences toucheraient l'avion. Voilà qui est rassurant. Dans la plupart des cas, les turbulences ne te font descendre que de quelques mètres, même si tu as l'impression de tomber de la hauteur de la Tour Eiffel. Si les turbulences sont suffisamment fortes pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares, mais elles peuvent faire tomber l'avion de 30 mètres.